suite, c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui Sans tricher de Francis Nevin Semen. Nous avions quitté Los Angeles depuis une demi-heure et volions à 12 000 mètres d'altitude quand la première turbulence se fit sentir. Pour commencer, les flancs de l'Airbus furent secoués juste de quoi faire frémir nos cocktails dans leurs petits gobelets de plastique. Puis, la turbulence nous affronta pour de bon. Il y eut un énorme trou d'air. Les petits panneaux, attachez vos ceintures, s'allumèrent. Et on entendit la voix du commandant de bord nous enjoindre de regagner nos places et de boucler nos ceintures. Ma blonde et jolie voisine, une très jeune femme assise à 2 fauteuils de moi près de l'allée centrale, se redressa aussitôt, le dos bien raide, les mains serrées et les lèvres frémissantes. On aurait pu croire qu'elle murmurait une prière. Tandis que nous plongions et rebondissions, je la classais parmi les gens qui, comme moi, sont obligés de voyager souvent en avion, mais qui détestent cela et à qui la moindre turbulence donne des sueurs froides. Je lui adressais un pâle sourire du genre « Nous sommes dans le même bain, mademoiselle », et j'allongeais le bras pour lui prendre la main. Le pilote monta en chandelle, élevant l'appareil de 600 mètres pour le redresser au-dessus de la turbulence. La jeune femme me remercia d'un sourire. Elle avait les cheveux longs, couleur de blé mûr, n'arborait ni maquillage ni bijoux, et notamment pas d'alliance, ce qui, je dois l'avouer, ajoutait encore à son charme. Mon regard fut attiré par une édition de poche d'Agatha Christie, posée sur le siège vide qui nous séparait. Permettez-moi de me présenter, mademoiselle. Je m'appelle Jack Peters. Moi, c'est Jeanne Amory, monsieur. Vous allez à Boston pour affaires, mademoiselle? Oui, en quelque sorte, monsieur. Je travaille chez un éditeur. Je viens de suivre un séminaire à Los Angeles sur la nouvelle législation concernant la propriété littéraire. Maintenant, je rentre chez moi. Et vous? Moi, je ne connais rien à la propriété littéraire, mademoiselle. Dans le temps, j'étais flic. Brigade des affaires spéciales, district de Saint-Louis. Oh, un détective! J'ai toujours adoré les romans policiers. Mais vous avez dit que vous étiez flic dans le temps? Oui, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ils m'ont pas viré pour avoir accepté des pots de vin ou des trucs comme ça. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai gagné au sweepstake l'année dernière. Une somme assez rondelette. De quoi vivre heureux jusqu'à la fin de mes jours. Du coup, j'ai décidé de prendre une retraite anticipée, de retourner à l'université et de passer une licence de droit. Tel que vous me voyez, j'entame ma 2e année à Harvard. Mais j'imagine que ça ne vous surprendra pas trop, mademoiselle, si je vous dis qu'il existe à peu près autant de points communs entre un roman policier et le véritable travail de la police qu'entre un menuet et un uppercut. Oh, monsieur, les romans policiers sont très supérieurs, bien plus excitants sur le plan intellectuel et tellement plus amusants. Pourtant, mademoiselle, il peut se produire qu'un détective soit confronté à une affaire digne d'un roman policier, ce qui m'est arrivé 1 an avant que je gagne au sweepstake. Eh bien, racontez, je vous en prie, cher monsieur. Cela s'est passé dans une banlieue résidentielle très chic. En arrivant à l'adresse qu'on m'avait communiquée au commissariat ce jour-là, je découvris une grande bâtisse style ranch avec un magnifique jardin. Le mort s'appelait Edward Laurent. Il était PDG de la société EduToys, qui vendait des jeux éducatifs pour enfants.
Édouard Laurent était le cerveau de la société. Il avait accumulé des masses d'argent en concevant la plupart de ses produits vedettes. En arrivant chez lui à 8 heures du matin, sa femme de ménage l'avait découvert affalé sur la table de travail dans son atelier. Elle avait aussitôt appelé le commissariat. Il avait reçu une balle dans la tempe droite et les traces de poudre brûlée que l'on trouve normalement autour de la blessure étaient bien là. Il tenait le revolver, un Colt de calibre 32, dans la main droite quand la femme de ménage découvrit son corps. L'examen préliminaire du médecin légiste situait l'heure du décès entre 20 et 23 heures le vendredi. Édouard Laurent était vêtu d'un pantalon bleu, d'un blazer bleu et blanc et d'une chemise grise à manches longues, dont le poignet gauche était sérieusement élimé. Le portefeuille, retrouvé dans sa sacoche, contenait 312 $ en billets et 4 cartes de crédit. Mais la montre qu'il portait au poignet droit était une vulgaire Timex en acier qui devait dater d'une bonne vingtaine d'années. Bon, n'importe quelle lectrice assidue d'Agatha Christie devrait pouvoir nous dire qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, n'est-ce pas ? Alors, suicide ou pas suicide ? Qui était l'assassin ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Eh bien, La police locale avait déjà glané beaucoup de renseignements sur Édouard Laurent auprès de ses voisins. Il était veuf, âgé de 56 ans et semblait en bonne santé, hormis un tas d'allergies qu'il traînait depuis son enfance. Depuis le décès de sa femme, Édouard Laurent vivait seul avec son vieux chien. La montre Timex lui avait été offerte par son épouse plusieurs années auparavant, à l'époque où ils étaient complètement fauchés. Malgré sa fortune, il avait continué de la porter pour des raisons sentimentales. La femme de ménage venait 6 matins par semaine lui préparer son petit déjeuner et s'occuper de la maison. Les autres repas, il les préparait lui-même ou bien il les prenait dehors. Le chien était une brave petite bête âgée de 12 ans environ, court sur pattes, brun à taches blanches, répondant au nom de Pharaon. La peau de son corps était plutôt lâche et on avait toujours l'impression qu'il fronçait les sourcils. En général, la plupart des chiens deviennent nerveux quand une horde de policiers envahissent la maison. Mais Pharaon avait à peine émis un couinement à leur arrivée. C'était vraiment un brave chien. À l'origine, il y avait 3 chambres dans la maison. Mais Édouard Laurent avait fait abattre le mur qui séparait 2 d'entre elles, dans le fond, pour les transformer en atelier. Un atelier insonorisé, précisons-le, raison pour laquelle aucun voisin n'avait entendu le coup de feu. C'était là qu'il concevait ses nouveaux projets pour Edu Toys. Il y régnait un désordre indescriptible. Cartons décorés de singes et de lapins pour enseigner les chiffres aux tout-petits, jeux pour apprendre à lire, une boîte de 200 dominos avec les lettres de l'alphabet pour apprendre aux enfants à épeler et prononcer correctement les mots. Des dizaines de jeux et de prototypes qu'il voulait lancer sur le marché. Dans la poche droite de son blazer, nous avions trouvé 3 de ces dominos marqués d'une lettre. Un I, un K et un L. Permettez-moi de sauter 1 ou 2 étapes, mademoiselle. L'une des premières questions que l'on se pose en cas d'homicide est « Qui a un mobile ?» Après avoir fouillé un peu partout, nous découvrîmes 3 personnes qui auraient eu d'excellentes raisons de le tuer. En premier lieu, il y avait un frère, Irving Case Laurent, seul parent proche du disparu et son plus proche héritier d'après son testament. Irving habitait à quelques kilomètres de chez son frère, à qui il venait rendre visite 1 ou 2 fois par mois. Quand nous l'avons interrogé, il a affirmé ne pas l'avoir vu depuis 3 semaines. Un ancien avocat,
Warren Kilt avait fréquenté la même école qu'Édouard Laurent et leur amitié avait duré 30 ans, jusqu'au jour où Madame Laurent mourut et où Kilt fut chargé de s'occuper de ses affaires. Édouard Laurent s'aperçut qu'il trafiquait les chiffres de manière à empocher les revenus, porta plainte contre l'avocat et le fit rayer du barreau. Tout ceci s'était produit 3 ans plus tôt, mais Kilt avait certainement un mobile sérieux, la vengeance. Enfin, 3e suspecte, une dénommée Ina Louise Kellerman, féministe féroce, qui avait engagé une campagne auprès des actionnaires de EduToys dans le but de faire éjecter Édouard Laurent de son siège de président de la société et d'introduire exclusivement des femmes au poste de responsabilité. Elle était convaincue que EduToys produisait des jouets sexistes et qu'il fallait absolument organiser un mouvement de l'actionnariat féminin pour modifier le recrutement des cadres supérieurs. Elle était allée voir Édouard Laurent à 2 reprises dans son bureau de Clayton, une fois sa campagne engagée, et chaque fois, il s'était violemment querellé. Voilà, mademoiselle Amory. Vous savez tout des 3 suspects. Vous remarquerez que chacun d'eux, d'une manière ou d'une autre, est visé par les lettres retrouvées dans la poche d'Édouard Laurent, tout comme dans les romans policiers. Peu avant mon arrivée sur le lieu du crime, un des policiers chargé d'interroger les voisins avait eu de la chance. Vous savez, ce genre de chance qui intervient dans presque toutes les affaires. Il y avait au bout de la rue un gamin obsédé d'histoires d'espionnage qui passait la plus grande partie de son temps à surveiller les autres maisons à l'aide de jumelles, jouant à l'agent de la CIA ou à un truc de genre. Et justement, il avait surveillé la maison d'Édouard Laurent entre 19h30 et 22h le soir précédent. Il avait repéré une voiture se garant devant la façade à 20h48 précise et vu quelqu'un en sortir puis se diriger vers la porte d'entrée. Il était bien entendu possible que ce visiteur fût innocent et que le véritable meurtrier soit arrivé après que le gamin eût été couché. Mais si l'on admet que ce visiteur de 20h48 était l'assassin, il est facile de concevoir comment les choses se sont passées. Le visiteur sonne à la porte. Édouard Laurent le fait entrer. Il bavarde dans l'atelier et, à un certain moment, le visiteur fait ou dit quelque chose et Édouard Laurent pressent immédiatement que l'autre va chercher à le tuer. Alors il s'approche discrètement de la table où sont étalés les dominos et glisse dans sa poche ce qu'il pense être suffisant pour désigner le coupable. Le visiteur, n'ayant rien remarqué, appuie le revolver contre la tempe d'Édouard Laurent, tire, place l'arme dans sa main et remet un peu d'ordre avant de quitter l'atelier. Maintenant, mademoiselle Amory, je vous ai dit tout ce qui était important. À vous de me désigner le meurtrier d'Édouard Laurent. Est-ce IKL, Irving Kate Laurent, son frère, ou bien KIL, Warren Kilt, l'avocat rayé du barreau, ou encore ILK, Ina Louise Kellerman, la féministe, à moins que ce ne soit quelqu'un d'autre. L'avion volait maintenant largement au-dessus des nuages et la turbulence était à peine perceptible. Mademoiselle Amory s'enfonça profondément dans son siège et se frotta le menton. « D'accord, Monsieur Peters, allons-y. Vous avez dit que Monsieur Édouard Laurent avait un chien âgé d'environ 12 ans. » Exact, mademoiselle Amory. Un chien qui s'appelle Pharaon. Dans ce cas, Monsieur Peters, c'est facile. Vous avez dit que le gamin qui surveillait la maison n'avait entendu d'autre bruit, quand M. Édouard Laurent avait introduit son visiteur, que celui de la porte se refermant. Ce qui signifie qu'à l'arrivée du visiteur, le chien n'a pas aboyé. C'est donc que le chien devait le connaître. Ce qui élimine la femme, qui n'avait rencontré M. Laurent qu'à son bureau en ville, tout comme l'ancien avocat que M. Laurent avait fait rayer du barreau 1 an avant la naissance du chien.
Le meurtrier ne pouvait par conséquent être que le frère Irving, qui lui rendait visite 1 ou 2 fois par mois. Mauvais raisonnement, mademoiselle Amory. Je crains qu'il n'y ait pas de lien entre les prémices et votre conclusion. Où me suis-je trompé, monsieur Peters? Tout ce que j'ai dit tient parfaitement debout. À ceci près, mademoiselle Amory, que vous avez oublié le nom et la description du chien, et le fait que monsieur Laurent souffrait de nombreuses allergies. Voyez-vous, le chien, Pharaon, était un Basenji, une race issue de chiens de chasse d'Égypte qui est particulièrement appréciée des personnes atteintes d'allergie. La caractéristique principale de ce chien est qu'il n'aboie pas. À un moment, souvenez-vous, j'ai précisé que Pharaon avait tout juste émis un petit couinement quand les policiers avaient envahi la maison. On ne peut pas dire que je vous ai induite en erreur. D'accord, monsieur Peters. Techniquement, vous ne m'avez peut-être pas induite en erreur, mais vous m'avez quand même joué un tour. Laissez-moi essayer de nouveau. Mais bien entendu, vous avez commencé à me raconter cette histoire pour me prouver qu'il n'y a rien de commun entre les vrais crimes et ceux des romans policiers. Ce que vous avez essayé de démontrer, c'est que dans un roman policier, la victime, qui se trouverait en position de désigner son meurtrier juste avant de mourir, choisira une solution affreusement compliquée, telle que laisser une anagramme ou un rébus à l'intention de la police, alors que, dans la réalité, elle laissera tout simplement le nom de l'assassin. Bien, dans votre affaire, il y a 2 des 3 suspects dont les initiales seulement correspondent au message du mort. IKL pour le frère, ILK pour la femme, tandis que les lettres empochées par Édouard Laurent épellent les 3 premières lettres du 3e suspect, si vous les placez dans l'ordre qui convient, évidemment. C'est donc l'avocat Warren Kilt qui a dû commettre le meurtre. Je pensais bien que vous suivriez ce raisonnement, mademoiselle Amory, mais, hélas, vous avez encore une fois quitté les rails. Non, ça n'était pas Kilt, le meurtrier. D'ailleurs, on a appris qu'il se trouvait à Hawaï pour affaire au moment du crime. La jeune fille baissa les yeux pour bien marquer sa déroute et rassembla ses forces en vue du dernier round. Quand elle se sentit prête, elle agita un index dans ma direction, telle une institutrice. « J'y suis, monsieur Peters. Vous ne m'avez jamais dit comment vous avez su que ce suicide apparent était un meurtre, mais vous avez dit que n'importe quelle lectrice assidue d'Agatha Christie saurait le deviner. Eh bien, ça y est. Vous m'avez dit que monsieur Édouard Laurent portait sa vieille Timex au poignet droit, ce qui vous a permis de déduire qu'il était gaucher, car les droitiers portent leur montre au poignet gauche. Comme vous pouvez le constater, monsieur Peters, les droitières en font autant, car je suis droitière, et je porte également ma montre au poignet droit. Mais le colt se trouvait dans la main droite d'Édouard Laurent quand la femme de ménage a découvert son corps. C'est cela qui vous a permis de savoir 2 choses. D'abord, qu'il avait été assassiné, ensuite que le meurtrier ne savait pas qu'il était gaucher. Maintenant, lequel des 3 suspects pouvait l'ignorer? Certainement pas son frère, ni l'ancien avocat qu'il connaissait intimement depuis plus de 30 ans. En revanche, la féministe, qui ne l'avait rencontré que 2 fois dans sa vie, pouvait fort bien ne pas l'avoir remarqué. La coupable est donc cette Madame Kellerman. Là encore, vous faites erreur, mademoiselle Amory. Vous faites même erreur 2 fois. Madame Kellerman n'est pas la meurtrière et Édouard Laurent n'était pas gaucher. Mais un instant, monsieur Peters. Vous m'avez dit vous-même qu'il portait sa montre à droite. Oui, et je vous ai également dit, mais vous l'avez oublié, que le poignet gauche de sa chemise était complètement élimé. Voyez-vous, l'un des défauts de ces montres ordinaires en acier est que le bord en devient très coupant avec le temps. Tellement coupant qu'à force d'être en contact avec le tissu de la chemise, il finit par le déchirer. Tandis qu'en portant la montre au poignet droit, le bord coupant se retrouve du côté de la main et pas du côté du poignet de la chemise. Ainsi, il n'y a plus de frottement contre le tissu et le problème est résolu. C'est pour cette raison qu'Édouard Laurent portait sa montre à droite.
et non parce qu'il était gaucher. Mais alors, monsieur Peters, il ne reste plus personne. Vous avez éliminé tous les suspects. En fait, vous aviez raison la première fois. Le coupable, c'était son frère, Irving Laurent. Il l'a tué pour hériter. Mais vous aviez raison pour un mauvais motif. Je ne vous ai jamais dit que vous aviez fait erreur quant au suspect, mais seulement qu'il n'y avait aucun lien entre les prémices et votre conclusion. Oh, monsieur Peters, vous êtes un tricheur. Voulez-vous savoir comment j'ai résolu l'énigme et réussi à confondre le meurtrier, chère mademoiselle Amory? Eh bien voilà. Tout cela n'a rien à voir avec le raisonnement. Il suffisait tout simplement de vérifier sous quel nom le Colt était inscrit dans les registres. Or, le revolver appartenait à Irving Laurent. Cet idiot s'était servi de son propre revolver. Voyez-vous, voilà la grande différence entre la réalité et les romans policiers. Dans la vie, la plupart des meurtriers, à moins d'être professionnels bien entendu, la plupart des meurtriers se font pincer pour avoir commis une erreur si grossière qu'un écrivain n'oserait pas l'utiliser dans un roman. Il suffit d'accomplir certaines vérifications de routine pour les démasquer. Au fait, mademoiselle Amory, que voulez-vous boire? Du champagne, s'il vous plaît, monsieur Peters. Nous levâmes nos gobelets de plastique à notre santé mutuelle, tandis que la voix du pilote nous annonçait enfin un vol sans accroc pour la fin du voyage. Ayant posé mon gobelet de champagne sur la tablette, je pris la main de ma voisine, mais cette fois, ce n'était pas uniquement pour la rassurer. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Sans tricher de Francis Nevins Semen.